puisque François-Xavier d'Hautefeuille va rendre hommage ici à Henri Coston, que nous avons rencontré et connu, nous, dans nos jeunes années, et c'est grâce à lui que nous avons découvert la nocivité de tout ce que représente la franc-maçonnerie, que nous avons pris sa suite. En particulier lorsqu'il nous a cédé en 1977 sa revue Lecture française. François-Xavier est arrivé il y a 5 ans. Il est impressionné parce qu'il a découvert, et je suis bien aise qu'il saura vous l'exprimer avec toute la reconnaissance qu'il doit à Henri Coston et à son beau-père, Jean-Louis. Merci. Alors sûrement que beaucoup d'entre vous n'apprendront rien à l'occasion de cette petite conférence. Donc, connaissant et suivant les activités de lecture française depuis ses débuts. Y a-t-il des personnes dans l'Assemblée qui étaient abonnées au premier numéro, il y a 60 ans? Levez le bras. Ah, personne. Ah, je suis quand même très étonné. Donc vous avez peut-être des choses à apprendre, qui sait. Alors je vais m'adresser plutôt tout de même à ceux qui connaissent peu, voire qui n'ont jamais connu ou entendu parler de notre cher Henri Coston. Je souhaiterais qu'à l'issue, cela vous donne envie de faire plus connaissance avec ce grand personnage. Alors d'abord, qui est-il? Henri Coston était journaliste, éditeur. Il est né le 20 décembre 1910 à Paris. Il est issu d'une famille auvergnate. Il est impossible de retracer ici l'itinéraire, aussi bien politique que journalistique, de celui qui fut sans doute le plus authentique des successeurs d'Édouard Drummond, à la fois quant au plan de l'antisémitisme que de l'anticapitalisme. Mais il fut avant tout l'archiviste de la droite nationale au cours du XXe siècle. À ce sujet, une salle sera attribuée à son nom et à son œuvre dans les locaux des archives de Francis Bergeron, locaux d'archives qui seront inaugurés le 14 octobre du côté de Châteauroux. Donc s'il y en a qui seraient intéressés, je vous laisse voir avec Francis Bergeron qui sera là demain. Donc il parlera, il pourra vous entretenir de cette inauguration et du travail de documentation. Donc les archives de Coston, de Ratier, voilà, de la droite nationale ont été rassemblées et seront proposées aux chercheurs. Donc Henri Coston fut l'auteur, sous son pseudonyme, sous son nom ou en anonymat, pour un très grand nombre de brochures portant sur les questions juives ou sur les questions de la franc-maçonnerie. Ce sont ses thèmes de prédilection. Il rencontra Adolf Hitler et Julius Streicher, l'éditeur allemand, à Nuremberg en 1935. Il milita très tôt dans les mouvements nationalistes. À 16 ans, il était secrétaire de la section d'action française de Villeneuve-sur-Lot et collabora dès 1927 à divers organes de presse nationale. L'Express du Midi, Le Paysan du Sud-Ouest, Le Petit Orvanais, Le Porc-Épic, Le Siècle Nouveau, Paris Soir. En 1930, il ressuscita la Libre Parole, qui avait été fondée en 1892 par Édouard Drummond, disparue en 1924, reprise temporairement par Jacques Ploncart, pour de nouveau être pris donc en 1930 par lui-même. Il dirigea la publication jusqu'en 1939. Pendant la guerre, il poursuivit ses activités de journaliste à La France au Travail et au Bulletin d'information en particulier. Durant l'occupation, dès 1940, Henri Coston prit parti pour la politique du maréchal Pétain et, lorsque celui-ci entreprit de dissoudre la franc-maçonnerie, Coston fut installé à la Grande Loge de France au dépouillement des archives de la secte. Ce fut une expédition dans l'histoire secrète, prodigieuse d'intérêt. Il créa alors le Centre d'action et de documentation qui s'installa dans les locaux de la loge, la Grande Loge de France, d'où il dirigea le bulletin d'information anti-maçonnique. Il collabora alors étroitement aux documents maçonniques. En parallèle, le professeur Bernard Faye, administrateur général de la Grande Bibliothèque française, confiait à Jacques Ploncart, le dépouillement des archives maçonniques du XIXe siècle au Grand Orient. Le maréchal admit le même jour les deux amis dans l'ordre de la Francisque.
à ce que l'on a appelé la libération, et qui ne fut, politiquement parlant, que la réoccupation de la France par les puissances occultes, il fut emprisonné et passa 5 ans dans les geôles républicaines. Comme des centaines d'autres écrivains, journalistes, pétinistes, il fut épuré et connu, avec Henri Béraud, Bernard Faye, Jacques-Benoît Méchain, Robert de Beauplan notamment, les rigueurs du bagne de l'île de Ré, où furent déportés des centaines de maréchalistes. C'est dans ces pénibles circonstances qu'il fit la connaissance de celui qui allait devenir un de ses fidèles amis et quelques années plus tard un de ses précieux collaborateurs, Jacques Bordiot. Bordiot est un pseudonyme qui rappelle qu'il avait séjourné à la prison de Bordiot à Bourges. Ils étaient tous les deux enchaînés ensemble lorsqu'ils furent transférés en 1947 de Paris à Saint-Martin-de-Ré. Après sa libération, âgé de 40 ans, il dut reconstituer toutes ses archives. En effet, toute sa documentation avait été saisie et détruite dans son appartement pendant la guerre. En 1952, il reprit ses activités de journaliste à l'Écho de la Presse. Puis, il commença à lancer ses propres activités, dont je vais développer les éléments par la suite. Tout d'abord une librairie, puis sa maison d'édition, et enfin ses revues, dont Lecture française. Henri Coston est auteur d'une œuvre considérable pour dénoncer les secrets, les sociétés secrètes et les sectes occultes. Il a publié de milliers d'articles, d'informations et de documentation reposant sur des preuves irréfutables. Je ne pourrai citer tous ces articles et je vous renvoie donc pour cela à différents numéros déjà publiés, notamment un entretien paru dans le numéro 82 de avril-mai 1980 de la revue Lecture et Tradition, un numéro de Lecture française de septembre 2001, à l'occasion du décès d'Henri Coston, et différents cahiers de Chiré dans lesquels il a proposé plusieurs articles. Décédé à Caen en 2001, notre fondateur Henri Coston est mort à l'âge de 90 ans. Sa documentation et sa bibliothèque ont été vendues. Henri Coston est enterré au cimetière de Bagneux, près de Caen. Si cela intéresse certaines personnes, je peux leur fournir les documents avec un plan de situation du cimetière. En faisant différentes recherches sur notre fondateur, j'ai trouvé qu'il avait une notion que je souhaiterais approfondir avec vous ce soir. Coston avait bien compris l'importance de la connaissance de l'adversaire. La connaissance du révolutionnaire, du franc-maçon, toute son œuvre est tournée vers la mise à la disposition de ses lecteurs de documents, afin de leur permettre de cerner leurs adversaires. Je le cite à cette occasion. Henri Coston, en 1980, dans Lecture et Tradition, disait « C'est vrai, pour combattre efficacement un adversaire, il faut le connaître. La plupart des échecs enregistrés par nos amis politiques depuis 30 ans s'expliquent par la méconnaissance totale des intentions et de la tactique des gens d'en face. Les nationaux mènent un combat d'aveugle à voyants. Le courage et le dévouement dont ils font preuve ne sont pas en cause. Il ne suffit pas d'être convaincu soi-même pour vaincre l'adversaire et pour convaincre les autres. Il faut être politiquement formé et informé. Bien connaître les questions qui préoccupent les Français d'aujourd'hui, ne rien ignorer des idées ou des visées de ceux que l'on combat, être en mesure de déjouer leurs plans et de démasquer leurs agents. J'insiste particulièrement sur ce point, car l'adversaire a des agents dans nos rangs, et croyez-moi, depuis une quinzaine d'années, il a su noyauter les milieux modérés et les milieux nationaux. Tout au long de ses activités, Henri Coston accomplit une tâche surhumaine d'archiviste, de documentaliste et d'écrivain. C'est ce qui le caractérise. Cela lui permettra de publier plus de 30 ouvrages sur les puissances d'argent, les groupes politiques, les forces occultes qui asservissent le monde, parmi lesquels il faut tout particulièrement souligner plusieurs livres: La République du Grand Orient, 11 ans de malheur, La fortune anonyme et vagabonde, Le veau d'or est toujours debout, et enfin Les financiers qui mènent le monde, qui a connu plus de 24 retirages successifs. Je vous épargnerai la liste de tous ces ouvrages. Nous l'avons faite plusieurs fois dans nos colonnes, et je vous laisse retrouver cette liste dans les cahiers de Chiré. Un autre travail d'Henri Coston, comme je disais tout à l'heure, il était documentaliste. Il a mis donc à notre service 2 remarquables ouvrages, avec ses 2 séries de dictionnaires.
Tout d'abord, son dictionnaire de la politique française, en 4 tomes, et un index, paru aux publications Henri Coston, puis cédé par la suite aux nouvelles presses du Centre, puis à la suite d'une procédure d'Henri Coston reprit ses droits. De ce fait, il a édité un tome 5, en 2000, en précisant l'édition de l'an 2000, mais ce tome est d'une valeur bien inférieure. Il semble que ce ne soit pas lui qui l'ait écrite. En effet, dans ce tome, on a une reproduction de plus de 150 pages de couverture de vieux journaux, souvent d'assez faible intérêt. Les tomes 1, 2 et 5 sont toujours disponibles. Décortiquant la biographie de tous ces nouveaux individus qui apparaissent sur la scène politique, il permit de répondre à la question « qui est qui ?» Enfin, il travailla la question des changements de nom et des pseudonymes. Il sortit ainsi, en 3 volumes, son dictionnaire des pseudonymes, en 1965, 1969 et 1980. Malheureusement, ces dictionnaires sont épuisés. Mais ceux-ci furent suivis par le nouveau dictionnaire des pseudonymes en 1985, puis Emmanuel Ratier reprenant la suite de Coston sur ce sujet, avec son encyclopédie des pseudonymes et son plus récent Au cœur du pouvoir, que je vous recommande, bien évidemment. Voici ce que disait François Brignot de notre ami Coston. Il est la culture politique de la droite nationale et populaire. Son œuvre considérable, construite avec l'aide et la collaboration de Madame Coston, qui est une archiviste et une documentaliste de premier ordre, a été d'une importance capitale et essentielle. On ne peut pas écrire aujourd'hui sans avoir constamment recours aux 4 tomes de son dictionnaire. Sans lui, sans sa mémoire prodigieuse et sans sa connaissance du dessous de l'histoire contemporaine, nous n'aurions pu faire le travail de démystification que nous avons tenté de faire. Par la suite, Henri Coston créa sa librairie. Henri Coston estimait que pour travailler, une bonne bibliothèque devait contenir dans les 3000 titres. Mais ce sont 3000 titres que l'on connaît, que l'on choisit, qu'on a lu, que l'on a analysé. Ce sont des outils de travail. Il connaissait ainsi tous ses ouvrages. En 1951, sa femme et lui fondèrent la Librairie française, afin de donner à ses lecteurs une possibilité, à la fois de le rencontrer, mais surtout de se procurer les ouvrages indisponibles et indispensables. La librairie fut cédée par la suite à Jean-Gilles Mayarakis, responsable des éditions du Trian, qui est malheureusement absent aujourd'hui pour des raisons de santé. Malheureusement, cette adresse du 27 rue de l'Abbé Grégoire, que peut-être certains d'entre vous ont connue, a été fermée par la suite. Enfin, la 4e partie de son œuvre, ce sont les revues. Jugeant que la presse trop timorée dans la lutte contre la maçonnerie et le judaïsme, Henri Coston crée son premier journal en 1928 et lui donne pour nom la Contre-Révolution. Ce journal ne vit que 2 numéros. Il collabora ensuite au journal La Lutte, dirigé par Jacques Ploncart, puis ils reprirent donc ensemble, comme je le disais tout à l'heure, La Libre Parole, le journal de Édouard Drumont. C'est seulement après la guerre, en 1957, que Henri Coston fonda la revue Lecture française, sous-titrée Revue de la politique française, avec la participation de Jacques Ploncart, rédacteur à la radio portugaise La Voix de l'Occident, du temps de Salazar et de Pierre-Antoine Cousteau, ancien rédacteur en chef de Je suis partout, ceci sous la direction de Michel Demony. Henri Coston lance la revue Lecture française sous un petit format que les anciens ont bien connu, avec à peine une 30aine de pages. Cette revue eut une importance considérable car elle permit d'initier chacun au-dessous de la politique. Henri Coston est ainsi resté 20 ans à la tête de la revue. En 1977, harassé de travail, débordé par ses dossiers, il s'avéra que Coston ne pouvait continuer de travailler de front la direction de Lecture française et la rédaction de ces longues études sur la finance et sur les sociétés secrètes. Il y avait donc un choix à faire. Lecture française devait continuer, mais il fallait que d'autres mains en prennent la direction sans en changer l'orientation. Ce fut Jean Auguy qui fut choisi par Coston pour lui succéder. Leurs idées étaient les mêmes. Auguy avait pris une place importante dans la diffusion des publications contre-révolutionnaires. Le flambeau allait passer d'une génération à l'autre sans s'éteindre ni même vaciller. Voici la pensée de Henri Coston avant de céder Lecture française.
Aider Lecture et Tradition, la DPF et toute l'équipe de Chiré en Montreuil, c'est participer activement à la lutte des traditionalistes contre l'erreur en ouvrant les yeux de ces trop nombreux Français abusés par une presse écrite ou parlée, asservie et lâche. Aussi, je souhaite rendre hommage ce soir à une personne, sûrement moins connue que Coston, beaucoup plus discrète, mais qui resta 40 ans, le double, à la tête de la direction de Lecture Française. C'est sa ténacité qui a permis à Lecture Française de continuer jusqu'aujourd'hui, et de fêter ainsi aujourd'hui ses 60 ans. Nous fêtons donc les 60 ans de cette revue qui n'a pas pris une ride et qui continue chaque mois à dénoncer les dérives de nos politiques, des médias, des groupes d'influence judéo-maçonniques. Dérives qui conduisent notre pays vers un chaos généralisé. L'âme de la France s'est éteinte, il ne reste que quelques petites lumières pour vous éclairer. Ne négligez pas votre responsabilité, ces flambeaux ne doivent pas s'éteindre, vous devez les faire vivre, afin qu'ils puissent dans les prochaines années éclairer vos enfants et vos petits-enfants. Nous devons rendre hommage donc ce soir à Jean Auguy, qui a maintenu la revue pendant plus de 40 ans. Il a fait son travail, en toute discrétion, au fin fond du Poitou, loin de l'agitation parisienne. Comme l'avait été avant lui Henri Coston, Jean Auguy est avant tout un archiviste, un documentaliste. Il faut conserver le moins de petits papiers, le classer, et plus tard peut-être, si on a le temps, on exploitera, parfois des années après. En témoignent les dizaines de tonnes d'archives présentes ici, et que nous sommes en train de reprendre depuis quelques mois pour les rendre plus accessibles et plus facilement exploitables par nos rédacteurs. Jean Auguy est né le 20 mars 1942 à Waron, dans les Deux-Sèvres. Fils de médecin, il a effectué ses études au lycée de Thouars, à la faculté de droit de Poitiers. Très tôt, il s'employa d'abord, à travers le journal Poitiers Université, à diffuser les livres de Jacques Ploncard, conseiller du président Salazar. Il y eut aussi l'épisode d'Algérie française, avec le colonel Pierre Château-Jaubert, qui, condamné à mort, se cachait en Espagne, et plus tard Robert Martel, le chouan de la Mitidja, fondateur du MP13, dont il édita le gros livre, La contre-révolution en Algérie. Jean Auguy a repris le symbole du Sacré-Cœur pour son entreprise, un cœur chouan surmonté de la croix. Fier, il le porte à la boutonnière, le double cœur, depuis les premières années de la maison de Chiré qu'il a créée, alors qu'il était encore étudiant. Après avoir lancé Lecture et Tradition, le centre de la diffusion de la pensée française et sa propre maison d'édition, il reprit Lecture Française et sut, pendant ses 40 ans, lutter contre le mondialisme, le communisme, la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes et défendre la contre-révolution, à travers une analyse toujours pertinente de l'actualité politique, religieuse et intellectuelle. Tout ceci au milieu des querelles intestines qui continuent à diviser nos milieux. Emmanuel Ratier, dans son encyclopédie, dira « À l'occasion de plusieurs voyages au Portugal, il rencontra aussi à Lisbonne Jean Hopte, qui dirigeait la revue Découverte, dont il deviendra le correspondant en France, afin de recruter des abonnements. Malgré sa modestie et son souhait de ne jamais apparaître au premier plan, il aura joué un rôle majeur durant la traversée du désert des idées nationalistes, comme véritable phare au milieu de la tempête. Dans Lecture Française, numéro 505, notre ami Pierre Romain définit ainsi l'équipe de Chiré. Pour ne pas suivre le troupeau vers l'abattoir, pour aller à contresens, il faut lutter sans cesse. Sans effort de formation et de formation continue, le combat des idées sera perdu. Sans doute, les slogans simples peuvent-ils faire vibrer les électeurs, mais les arguments de fond se nourrissent des analyses de la presse amie. Tout esprit lucide doit faire le choix intelligent de l'abonnement régulier. Quand les journaux de la droite nationale auront cessé de paraître, ne comptez pas sur les médias officiels, tous de gauche et souvent de la gauche la plus sectaire, pour alimenter votre réflexion et vous révéler le dessous des cartes. Ainsi, Henri Coston a créé Lecture Française. Jean Auguy et moi-même en sommes les successeurs. Nous avons pris nos responsabilités en prenant sa suite, alors à chacun de faire de même. Vous, chers amis, prenez la suite des nombreux lecteurs qui se sont succédés et qui ont pris les armes à la suite de Henri Coston. Si vous êtes abonné, vous devez constamment être des ambassadeurs de votre revue. Offrez des abonnements à vos proches, à vos enfants, vos petits-enfants,
à la jeune génération qui a besoin d'outils pour se battre dans ce monde. Si vous n'êtes pas plus abonné, alors c'est le moment de vous abonner de nouveau. Si vous n'avez jamais été abonné car vous ne connaissiez pas la revue, vous ne devez pas repartir ce soir, le jour des 60 ans de lecture française, sans avoir rempli un bulletin d'inscription. Vous ne serez pas déçus. La qualité rédactionnelle est toujours au rendez-vous. Nous travaillons tous les mois dans ce sens, pour vous apporter les informations politiques nécessaires afin que vous puissiez poser vos propres jugements sur les dessous de la politique française. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord, lisez Lecture française pour alimenter votre réflexion. Il est bon de connaître les avis des proches. Je vous remercie de votre attention et souhaite longue vie à Lecture française. Très bel hommage rendu par François-Xavier à Henri Coston. Et à ce propos, je me permets très rapidement d'ajouter un souvenir personnel. Lorsque Jean-Guy a racheté la revue Lecture française à Henri Coston, je travaillais dans l'entreprise DPF et j'avais 30 ans. Et Ogui m'avait chargé de m'occuper de la surveillance de la revue, la coordination des articles des différents journalistes et surtout de la façon dont doit être faite la mise en page. Je n'y connaissais rien. Je me suis donc rendu à plusieurs reprises chez Coston à Paris et là j'ai été reçu d'une façon simple, gentille, agréable, ouverte, sans aucune manifestation de domination de la part d'un monument comme il était sur un petit jeune que je fais. J'ajoute simplement une rectification au propos qu'a tenu François Xavier. Le cimetière de Bagneux n'est pas à côté de Caen, Bagneux est une commune du sud de la région parisienne et dans laquelle se trouve la tombe de Henri Coston, et je suis formel là-dessus car nous étions à l'inhumation avec Jean-Guy au moment de sa disparition. Alors juste un petit mot. À l'issue, vous trouverez un présentoir avec toutes les œuvres d'Henri Coston qui sont encore disponibles. Donc je vous laisse aller y regarder. Il y a une sélection de numéros de lecture française. Et puis des bulletins d'abonnement. Prenez-les et remplissez-les et offrez-les. Merci.